Cette semaine, pour notre première édition de Sport Addict, on reçoit les membres de l'organisation des Panthères de Saint-Jérôme et on discute de la première moitié de saison du Canadien de Montréal. Bienvenue à Sport Addict. Pour la première entrevue de la saison à Sport Addict, je suis très content de recevoir Pierre Bergeron et Philippe-Olivier Riopel des Panthères de Saint-Jérôme. Ça va bien, les gars? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Donc, moi, je suis vraiment content, entre autres, de vous recevoir pour parler de la Ligue junior 3A du Québec. C'est un circuit, entre autres, là, qui a permis à des Alex Burrows, David Perron et même Martin Saint-Louis de se rendre jusque-là. Donc, c'est quand même une ligue assez compétitive, là, et je pense que vous pouvez en témoigner tous les deux, là. Oui. Définitivement. Je pense que le hockey junior 3 auparavant, c'est peut-être une ligue qui a formé beaucoup de joueurs offensifs plus que défensifs. Je te dirais que les joueurs défensifs là, se retrouvent probablement plus dans les 100 quelques autres équipes au Canada. Sauf que en général, là, dans les dernières années, il y a toujours des joueurs qui montent du junior 3 vers le junior majeur. Le dernier cas avec nous, c'était Renat Dadazanov, un défenseur qui est monté avec les Foreurs de Val-d'Or. Toutes les années, là, les Panthères, habituellement, on est capable de sortir du lot puis d'envoyer des joueurs là, au niveau supérieur. Là. Donc, non, c'est une ligue qui a toujours été qui a toujours été présente au Québec, je veux dire, puis qui a toujours aussi développé là, un bon nombre de joueurs. Là. Et justement, tu parles de ligue offensive plus que défensive. Toi, de ton côté, Philippe-Olivier, tu es le meilleur marqueur des Panthères de Saint-Jérôme cette saison. Mais c'est quoi ton secret pour connaître autant de succès? Bien, je pense que ça part d'un bon jeu collectif. Je pense que mon positionnement s'est beaucoup amélioré cette année. Puis justement, plus je suis la structure, mieux ça va. Fait que il n'y a pas de secret. Là. C'est garder le jeu simple. Puis... Ouais, mais comme tu le dis, là, justement, le travail d'équipe est toujours très, très important. Ouais. Bâtir une chimie peut être quelque chose aussi qui fait qu'on connaît du succès, j'ai l'impression. Vraiment, oui. Et tu as choisi aussi l'avenue de la Ligue junior 3A du Québec, mais tu as été quand même reconnu comme le joueur étudiant au mois de septembre, entre autres. Tu connais du succès aussi dans tes études. Ouais. C'est quoi la différence, tu dirais, là, peut-être entre le collégial et la Ligue junior 3A? Je dirais que collégial, c'est plus sur un format sport-études, tandis que junior 3, tu te débrouilles un petit peu plus avec tes études, mais c'est tout le temps toi qui décides de la discipline que tu mets dans le fond à l'école. Fait que il n'y a pas de secret. Oui, parce que justement, toi, de ton côté, Pierre, tu dois le voir un petit peu, là, les joueurs qui prennent peut-être un peu plus à cœur leurs études, d'autres qui le prennent un peu moins et que c'est plus difficile. Définitivement. Je pense que dans le hockey aussi, tu ressembles, sur la glace, tu ressembles à ce que tu es dans la vie. Souvent, là, comme coach, on est capable de faire le parallèle entre les deux. Dans le cas de Philippe-Olivier, mais c'est un gars qui, sur la glace, il marche d'une façon, en dehors de la glace, il marche de la même façon. Fait que, tu sais, c'est encourageant pour nous d'avoir un joueur comme lui. Je pense qu'il est capable de montrer, de faire preuve de leadership, puis montrer l'exemple à plusieurs autres joueurs dans l'équipe. Par contre, d'un autre côté, c'est facile de l'échapper aussi, que ce soit collégial ou que ce soit junior 3A. Il y a des exemples, Lionel Groux, on a des exemples à chaque saison, il y a des exemples comme de quoi qu'il y a des joueurs qui vont pocher leur cours finalement. Okay. Sauf que à travers tout ça, c'est l'éthique de travail que tu y mets. Philippe-Olivier l'a dit, il n'y a pas de secret. Si tu te forces, tu vas récolter le fruit de tes efforts. Par contre, d'un autre côté, c'est certain que sans nécessairement avoir un laisser-aller, le joueur il a le choix ou pas de faire les efforts à l'école. Puis quand il se laisse aller, tu peux te faire sortir des réseaux collégiaux parce que tu peux pocher un cours. Junior 3, c'est pas la même fonction, c'est pas la même chose. Tu vas continuer de jouer avec l'équipe. Par contre, nous, c'est certain, on aide financièrement les joueurs qui passent au cégep. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu viens gruger un petit peu dans tes propres poches là, comme joueur. Ouais, puis ça les permet de les encourager aussi, là, justement, la façon que votre organisation fonctionne. Donc, du côté de votre équipe, ça reste vous êtes une équipe très compétitive cette saison. Puis ça offre justement des belles opportunités quand même aux joueurs étudiants de pouvoir performer et d'aller aussi aux études en même temps de leur côté. Définitivement. Je pense que Junior 3, pour les dernières saisons, Junior A en tant que tel au Canada, il y a une grosse vague de joueurs qui veulent aller jouer dans les rangs universitaires
américain. Je pense que c'est une bonne chose. D'un, le développement il est beaucoup plus lent, donc tu as plus de temps pour te développer. L'emphase est mise sur les études, donc encore là, ce qui est bon, c'est que le joueur va finir de jouer au hockey, il va avoir un baccalauréat, il va avoir un diplôme avec lui qui va pouvoir au moins, ton plan B, il est bien en selle, c'est ça. Fait que dans le cas de Philippe Olivier, en revenant ici, en n'ayant joué aucun match junior majeur, ça lui permet de garder son éligibilité pour les rangs collégiaux américains. Donc là, jusqu'à maintenant, il a une très bonne saison. Il a été sélectionné dans une équipe Canada Junior A, équipe Canada S. Donc ça lui permet là, d'avoir beaucoup plus de visibilité pour les universités américaines, effectivement. Puis justement, comment as-tu vécu ça, cette expérience-là de ce tournoi assez relevé? Oui, ça a été vraiment le fun. C'est une expérience, dans le fond, que tu vis juste une fois. Puis justement, tu l'as dit, c'est un calibre assez relevé. Tu n'as pas de temps, pas d'espace. C'est un niveau de jeu incroyable. Ça a été vraiment le fun. J'ai été vraiment heureux d'être sélectionné sur l'équipe. Puis... Et on doit en ressortir certainement grandi de cette expérience. Oui, vraiment. Justement, c'est des détails. Un calibre de jeu, je pense que je suis devenu un meilleur joueur, mettons, justement, ces 2 semaines-là que j'ai passées en Alberta. Puis, j'ai bâti des amitiés partout à travers le Canada, juste en allant là. Fait que ça a été vraiment le fun, Et Pierre parlait justement des rangs collégiaux américains. Toi, je pense que c'est un objectif là, de te rendre peut-être dans la NCAA à la fin de ta carrière junior droit, si on veut. Oui, bien j'aimerais ça, justement, parce que ça permet de jouer au hockey plus longtemps. Comme Pierre l'a dit, tu peux jouer jusqu'à 24-25 ans. OK, oui, c'est ça. Fait que c'est un avantage qu'on n'a pas au Québec. C'est ça. Puis tu sors avec un bac en plus. On peut pas demander mieux. C'est un bon plan B, là, justement, là, si la carrière de hockey, malheureusement, ne fonctionne pas parce que c'est des cas quand même un petit peu plus rares. Et si on revient un petit peu à l'équipe cette saison, votre équipe, je pense que vous vouliez bâtir une équipe très solide pour la conclusion de la saison. Dirais-tu que tes objectifs d'ajout là, pour les joueurs ont été pas mal complétés? Bien, en tant que tel, oui. Je suis heureux de ce qu'on a fait comme travail. Est-ce que tout a été A+, je te dirais non. Tu n'es jamais capable d'avoir vraiment tout ce que tu veux, sauf que les positions clés ont été remplies. Je pense maintenant, là, c'est de brasser la soupe pour en faire la meilleure soupe possible. Là, on a des ingrédients à toutes les positions. Puis je pense que depuis le début de la saison, notre système se consolide de plus en plus. Donc, d'ici la fin de la saison, là, c'est vraiment de jouer, d'être là, d'être mentalement focus dans le présent, puis de jouer chaque seconde du match comme si c'était ta dernière seconde. Je pense que si on travaille dans cette direction-là, les joueurs vont en sortir grandis, nous, le staff, on va en sortir grandis, puis les victoires vont suivre. Et puis en terminant, on parle d'ajout de joueurs, mais je pense que c'est important justement d'aller chercher des joueurs de la région le plus possible là, dans la Ligue, entre autres. Définitivement, on se voit souvent à Saint-Eustache. Écoute, c'est des joueurs de la région, donc Blainville, Boisbriand, Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme certainement, là, puis les alentours de Saint-Jérôme. C'est certain que c'est important pour nous, pour 2 raisons. D'avoir un produit local à montrer aux partisans, c'est certain. La deuxième raison, le sentiment d'appartenance. Je pense que les joueurs aiment ça, jouer pour l'équipe de leur région. Puis cette année, là, on commence vraiment à voir, je te dirais, pas nécessairement la ferveur dans les estrades, mais les joueurs ont beaucoup plus de sentiment de fight là, dedans de eux parce qu'ils jouent pour les Panthères. Je pense que oui, c'est un des éléments importants de bâtir une chimie avec ça parce que ça doit être beaucoup de joueurs qui se connaissent dans le hockey mineur, entre autres. Oui, exactement. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence à l'émission, Pierre Bergeron et Philippe Olivier Riopel. On va essayer de vous suivre cette saison, évidemment, jusqu'à la fin de l'année. Et évidemment, on va lancer le rendez-vous aux gens d'aller voir les Panthères de Saint-Jérôme en action à Saint-Jérôme. En compagnie d'Hélène Lavigne, soyez des nôtres pour le fameux Télébingo des Basses-Laurentides. Toute l'équipe est fébrile et vous attend afin de faire de votre dimanche une journée ensoleillée et possiblement chanceuse. Cliquez j'aime sur notre page Facebook pour faire vos salutations en direct et pour tout savoir sur votre Télébingo. Visitez le site internet de TVBL pour connaître nos points de vente et vous procurer des cartes de jeu. Le Télébingo, maintenant à HD, c'est dimanche 9h30 sur les ondes de TVBL.
Pour la suite de l'émission, on accueille nos deux chroniqueurs de la semaine et qui seront présents tout au long de la saison, Frédéric Collerette et Maxime Gagné. Ça va bien? Bonjour, ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Donc, évidemment, durant cette portion de l'émission, on va avoir des discussions sur différents sujets dans le monde du sport, donc un petit peu des sujets de débat qui ont lieu au cours de la saison, que ce soit de hockey ou de football au cours des prochaines semaines. Donc, vous êtes venus nous parler de hockey cette semaine. On voulait y aller avec l'analyse un petit peu passer un petit peu la mi-saison du Canadien de Montréal. Donc, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que vous reteniez, entre autres, là, de cette première moitié de saison. Je pense que toi, Maxime, justement, tu voulais nous parler d'un attaquant très, très surprenant jusqu'à maintenant cette saison. Ben oui, en fait, moi, je suis vraiment surpris des allures du Canadien pour cette saison-ci. On va le dire, Max Domi, on ne s'entendait pas à grand-chose de lui, mais on l'a échangé pour un prometteur, Alex Galchenyuk, et finalement, il amène vraiment son lot d'expérience. Il amène de l'ardeur, vraiment. C'est un bon travaillant, puis je pense que pour le reste de l'équipe, ça le démontre très bien. Ben oui, hein, parce que c'est ce qui manquait un petit peu aux Canadiens, peut-être l'année passée. On avait de la difficulté avec le caractère, entre autres. Et là, Max Domi est un des exemples parfaits de ce caractère-là, si on veut. Tout à fait, oui. Puis on peut même parler de Kotkaniemi, la jeune recrue qui amène justement, il a l'air d'un enfant de 15 ans, mais il amène justement de la joie, il amène le bonheur aux Canadiens qui manquait la dernière année, en fait. Oui, bien c'est ce qu'il fallait aussi peut-être, un Kotkaniemi, et la jeunesse aussi, qui est un autre point quand même assez important, là, je pense que les Canadiens. On parle de Suzuki, entre autres, qui ont allé chercher Kotkaniemi. Il y en a plusieurs autres là, qui pourraient devenir d'excellents joueurs prometteurs au fil de la prochaine année. Beaucoup de jeunes joueurs, justement, motivés et hargneux. Ce qui nous manquait un peu l'année passée avec Galchenyuk, on pense à ça, là. Donc, ouais, c'est vraiment prometteur. Puis je pense qu'on est vraiment surpris, justement, du début de la saison. On ne s'attendait pas à ça, surtout sans Weber, le capitaine de l'équipe, un des piliers de l'équipe. Donc, ouais, bon début de saison. Puis justement, là, il est revenu, ça peut juste aller vers le mieux, moi, je pense. Bien, je pense que justement, il va d'un bon point. Weber, de son côté, n'était pas là en début de saison, comme tu le dis. Et depuis son retour au jeu, on dirait que la défensive, oui, on a connu quelques difficultés, mais on est revenu un petit peu plus stable. Là. Tous les joueurs de la brigade défensive ont retrouvé une place un peu plus normale, là, si on veut, de leur chaise. Et là, depuis qu'il est de retour, bien, on est vraiment solide, là, je pense. Si je peux rebondir sur ce que Frédéric disait, en fait, les belles surprises, on peut parler de Jeff Petrie. Sérieusement, il connaît une très bonne saison. Ben oui. Contrairement à l'année dernière, là, ça faisait petit. Là. Mais au moins, justement, en l'absence de Weber, au moins, il comble ce manque-là qu'il y avait à la défensive. Oui, puis ça, c'en est un, Jeff Petrie, qui a vraiment pris un galon de plus, si on veut, depuis l'an passé, parce que quand même, le récolte sa part de points et a été solide en avantage numérique. Il faudrait surveiller un petit peu ses revirements au fil des derniers matchs, mais ça, c'est sûr que ça se travaille bien, là aussi. Mais le retour de Weber aussi l'a extrêmement aidé au niveau juste le nombre de minutes qu'il jouait par match. Je pense que plus ça avançait dans la saison, puis plus il y avait justement de la difficulté. Mais justement, avec Weber, là, qui est revenu, il joue moins, mais il peut jouer des minutes plus de qualité. Donc, ça l'aide beaucoup, je pense. Oui, puis c'est ça. Il a l'expérience aussi quand même rendue assez âgée, à plusieurs années dans la Ligue. Donc, Jeff Petrie, de son côté, a permis justement de laisser aux entraîneurs-chefs un petit peu de repos là, en début de saison. Mais là, depuis que Weber est de retour, ça aide beaucoup. Moi, je voulais aussi parler de la course aux séries éliminatoires du côté du Canadien de Montréal. On sait qu'ils sont dans la course, quelque chose qu'on ne s'attendait pas nécessairement en début de saison. Il y a plusieurs équipes aussi qui sont là. Donc, croyez-vous que le Canadien va être en mesure de maintenir le rythme pour être dans la course jusqu'à la fin? Je dirais oui, mais il faut absolument qu'il améliore son avantage numérique. Je sais qu'on voulait en parler, c'est infernal ces temps-ci. Puis je pense que justement, ils peuvent continuer. Ils ont des bons jeunes joueurs de talent à mélanger avec justement des vétérans en défense. On pense à Weber, Petrie, mais il faut vraiment s'améliorer en avantage numérique. Puis je pense que justement, si on est capable de faire ça, on peut continuer à aller loin puis même monter dans le tableau des séries. Mais je pense que c'est la facette la plus importante, non? L'avantage numérique pour qu'une équipe réussisse à se rendre loin, là, que ce soit en saison régulière, mais aussi éventuellement en séries éliminatoires. Bien, moi, de mon côté, contrairement à ma collègue, je pense pas que ça va être possible pour le Canadien parce que Buffalo est très solide. Aussi, on a la Caroline qui monte. Puis si on rentre en série, on va se faire sortir tout de suite, que ce soit par Tampa Bay, par Washington, par Toronto. Ça va être difficile, sérieusement. Puis on parlait justement du
de l'avantage numérique. Là. Mais il y a de l'inconstance aussi. Le Canadien n'a pas gagné plus que 4 matchs de suite. Fait que ça va être la constance, je pense que c'est ça qui amène les équipes gagnantes. Puis présentement, pour le Canadien, ça va être long, je pense, pour le reste de la saison. Bien, c'est ça qui se passe avec le Canadien cette saison, c'est qu'on a remporté des matchs, mais souvent, c'est des petites séquences de... Des bons flashs. C'est ça, des séquences de 2 victoires, des séquences de 2 défaites. Donc, ça devient difficile. Comme tu dis, il faut vraiment aligner une séquence victorieuse pour aller le plus loin possible et réussir à avoir des points importants là, pour être en fin de saison dans une bonne position là, pour peut-être te permettre de perdre quelques rencontres là, puis d'être encore bien placé. Tout à fait. Ça va dépendre d'un seul homme, en fait, Carey Price. Ça, c'est exactement ça. Et tu parles justement de Carey Price. Il est un joueur qui a refusé de se rendre au match des étoiles. Il voulait passer du temps en famille, il voulait passer du temps pour se reposer. Donc, évidemment, ça me mène justement à me poser la question avec, entre autres, Alexander Ovechkin aussi qui a refusé l'invitation et un Patrice Bergeron aussi du côté des Bruins de Boston. Est-ce qu'on devrait peut-être changer la façon d'inviter les joueurs au match des étoiles? Personnellement, moi, je ne crois pas. Je trouve que la formule, déjà, est correcte comme ça. Ils l'ont tellement changé au cours des années. Puis c'est assez étrange, parce qu'à chaque fois qu'on parle du match des étoiles, c'est tout le temps du côté négatif. On ne parle jamais du côté positif, de tout ce que ce week-end amène aux jeunes partisans. Présentement, sérieusement, c'est à part les quelques, comme l'exemple d'Ovechkin, de Bergeron, de déclarer forfait pour le match des étoiles, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Moi, je trouve qu'en fait, les joueurs devraient se permettre ce temps-là pour se reposer, guérir leurs blessures aussi. Là. Ça fait partie justement, ils ont tellement de calendrier. Le calendrier est tellement serré, tellement... Oui, 82 matchs, ça devient beaucoup. Ce qui est aussi dans les débats, c'est le fait que les joueurs sont quand même grassement payés pour leur saison. Et il y en a beaucoup qui se demandent justement si les joueurs ne devraient pas être obligés d'y aller du fait qu'ils sont bien payés pour offrir ça aux partisans. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui devrait faire partie du débat, le salaire? Je dirais pas nécessairement, parce que moi, je me dis, justement, participer au match des étoiles, c'est un honneur, selon moi. Donc, oui, les gens devraient participer, sauf qu'il y a plein d'exceptions là-dedans. Justement, on pense à Carey Price, c'est justement du temps pour guérir sa blessure. Il y a sa petite fille qui vient de naître, il veut passer du temps en famille, c'est normal. Donc, moi, je me dis, c'est un honneur en tant que tel, puis tant qu'à ne pas avoir de raison valable de manquer le match des étoiles, je dirais qu'il faudrait y assister. Selon moi. Oui. Moi, ce que je me demande aussi, c'est que justement, on invite des joueurs comme Carey Price, qui ne méritaient peut-être pas nécessairement une invitation cette saison. On a parlé de Max Domi, entre autres, qui aurait pu s'y rendre. Est-ce que, justement, on devrait choisir des joueurs qu'on sait qui seraient honorés d'y aller que des joueurs comme Carey Price qui sont allés peut-être 6 fois durant leur carrière et que, justement, à un moment donné, ils sont tellement allés que pour eux, c'est pas une activité intéressante de s'y rendre. Et là, on a d'autres choix que de choisir d'autres joueurs par la suite. Ça faciliterait peut-être les choses d'aller avec des joueurs qui mériteraient vraiment de s'y rendre. Oui, bien avant, on laissait passer, en fait. Parce que, comme Ovechkin ou Price ont déjà accédé justement au match des étoiles. Ils ont déjà participé à laisser la chance aux autres coureurs, les jeunes joueurs, comme Mitch Marner, je pense que c'est un des plus grands oubliés. Il fait partie de l'élite de la Ligue nationale. Il va être carrément oublié. C'est sûr que ça fait partie des défauts du processus. Mais bon, ça fait partie. Et même Braden Point, entre autres, du côté du Lightning que tu parles, qui connaît une saison extraordinaire et qui a permis au Lightning d'être déjà dans les hauts classements. Et au début de saison, pourtant, on avait beaucoup de difficultés à avoir Kucherov, entre autres, et Stamkos qui ne produisaient pas. Donc, il y a des joueurs qui ont été oubliés, malheureusement. Et le match des étoiles, moi, je pense que c'est justement une belle façon d'honorer des joueurs qui connaissent des bons moments, que des fois, c'est leur seule saison qui sont dominants. Ça leur donne une chance de vivre cette expérience-là. On se rappelle de John Scott, peut-être, à l'époque. Ça avait été extraordinaire quand même. J'aimerais maintenant qu'on parle aussi peut-être du format du match des étoiles, rapidement. On a changé le format maintenant à 3 contre 3, les matchs et tout ça. Moi, je me souviens d'une année, je crois que c'était en Caroline, si je me souviens bien. En 2011, je crois, on avait fait une séance de sélection de joueurs quelques jours avant le match. Croyez-vous que c'est quelque chose qu'on devrait ramener, peut-être? Je pense que oui. Je pense que je serais d'accord. Moi aussi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant cette année-là. Puis, ouais, mais moi, je suis bien d'accord. Je le ferai également cette année. Ouais. Ben, pas cette année, mais les années qui s'en viennent. Ouais, c'est un peu trop tard cette année, je pense. Ouais, un petit peu, effectivement. Ça approche à grands pas. Mais je pense que c'est ça. C'est quand même une belle façon d'attirer les gens et de leur donner vraiment le goût de suivre ça, plus qu'une journée ou le concours d'habileté. Parce qu'à un moment donné, ça devient un petit peu du tournage en rond, moi, je trouve, là, de mon côté, parce que
on en a vu au fil des ans et ça revient toujours au même. Ça change un petit peu. Ça me fait penser un petit peu justement au concours de circuit, entre autres, du baseball, parce qu'il y a toujours des blagues entre les joueurs, puis ça, on a beaucoup de plaisir. Et, le repêchage, ce serait une merveilleuse façon de le faire, là, probablement. Oui, probablement. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais j'aime aussi le fait que, justement, les partisans votent pour qui ils veulent voir jouer au match des étoiles. Donc, je trouve ça intéressant. Puis surtout, cette année, avec le 3 contre 3, on va voir du jeu de vitesse rapide. L'attaque va être à 100 %. C'est plus les gardiens de but qui vont... sont mieux d'être bons. Hein? Je pense que Press a bien fait de prendre un petit repos parce que ça va vanter, disons. C'est sûr que ça peut des fois déranger un petit peu les gardiens qui vont devoir être prêts à accorder beaucoup de buts de ce côté-là. J'aimerais qu'on parle de notre dernière partie, un petit peu de notre discussion avec les équipes canadiennes de la Ligue nationale. On a des équipes qui connaissent des bons moments, d'autres de moins bons moments. Donc, moi, je voulais savoir un petit peu quelles étaient vos surprises et vos déceptions cette saison. Donc, on peut peut-être commencer avec vos surprises, votre équipe surprise là, depuis le début de la saison. En fait, moi, je vais commencer avec mes 2 coups de cœur, en fait. Moi, j'aime bien ce que Calgary fait présentement. Ils ont fait des changements durant la saison estivale. Ils ont vraiment amélioré leur offensive. Le nouveau coach fait du travail exemplaire. Là. Il marque des buts à profusion. Le nouveau gardien est efficace. Sérieusement, moi, c'est dans l'Ouest, mon équipe à surveiller, là, Calgary. Et tu parles des gardiens. David Reddish, qui est le gardien des Flames, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il soit là, pourtant, là, aussi solide. Et puis, il remplace Mike Smith avec beaucoup de talent, beaucoup de brio, en fait. Et moi, ce que je trouve malheureux du côté des Flames, c'est James Neal, entre autres, qu'on s'attendait beaucoup de sa part et n'a pas produit jusqu'à maintenant. Exact. Mais quoi que James Neal, ils ont son lot de chance parce qu'à chaque fois, dans chaque équipe qui se rend, il se rend en finale. Ouais. Avec Vegas, c'est rendu en finale. Avec le Nashville, c'est rendu en finale. C'est quand même intéressant. Est-ce que Calgary va se rendre en finale cette année? C'est le joueur peut-être qui nous permet d'aller en finale. On va voir les coups de chance. Toi, Frédéric, de ton côté, ton équipe surprise? C'est Toronto en tant que tel. Ce n'était pas tant de surprise. On a vu Tavares, justement, qui s'est amené avec eux cette année. Donc, je pense qu'il mène au niveau des buts. Il n'est pas dans les premiers, mais il est dans les premiers, justement, de la Ligue au niveau des buts. Il y a beaucoup de jeunes joueurs de talent. Puis c'est justement le mélange de vétérans et jeunes joueurs, avec un super bon gardien, évidemment, qui fait, selon moi, ça pourrait être une des équipes qui se rendrait le plus loin dans la course aux séries. Oui, puis Toronto, je pense qu'on avait hâte du côté des partisans aussi de connaître du succès. Bien, on a fait un bon pas dans cette direction-là avec John Tavares. Et évidemment, son acquisition est extraordinaire. Et, on en a parlé, entre autres, de Mitch Marner, qui connaît une saison phénoménale. Vraiment, je pense qu'on a toutes les pièces pratiquement pour aller se rendre jusqu'au bout. Peut-être en défensive, là, un défenseur droitier qui nous manque. Non, effectivement. Et maintenant, si on y va avec vos déceptions, peut-être. Moi, rapidement, peut-être vous avez les Oilers d'Edmonton dans vos choix. On les surveille mais ils ont effectué un changement. Ça l'a donné un petit coup, mais après ça a continué à crasher vers le... Non, sérieusement, ça fait dur un peu. T'sais, l'attaque dépend de 2 joueurs. Côté défensif, c'est pitoyable. Là. Puis même dans les buts, les 2 gardiens ont de la misère à maintenir une bonne constance. Mais sinon, de ce côté-là, sérieusement, Edmonton, ils sont encore dans la course. On ne va pas abandonner, mais ça augure pas bien pour Edmonton. C'est de la frustration aussi qui doit être ressentie justement par ces 2 jeunes joueurs-là, faire vivre ton équipe littéralement, là. Littéralement tout faire. Moi, je dois avouer que je commencerais à être un peu tannée puis je ressentirais de la frustration chez j'étais là. Oui, puis c'est ça qui est malheureux du côté des Oilers, c'est que si on pense à une équipe comme les Penguins de Pittsburgh, ils ont Crosby, ils ont Malkin, ils ont des excellents joueurs, mais ils ont une équipe quand même complète pour performer. Les Oilers, malheureusement, ont Connor McDavid, Leon Draisaitl, et ça s'arrête pratiquement là. Et il faut trouver un moyen d'améliorer les autres facettes. Je ne sais pas comment le directeur général peut trouver un moyen, Peter Chiarelli de son côté, mais il faut améliorer la défensive. Je pense que c'est le point principal là, des Oilers. Il a fait des mauvaises transactions aussi. Là. Échanger Taylor Hall pour aller chercher un défenseur, so-so. Oui, ça c'est une des pires transactions. Même Jordan Eberle, entre autres, avec les Islanders. C'est une autre grosse perte pour Reinstrom, qui est maintenant avec les Rangers de New York. Donc, on a perdu beaucoup de ce côté-là. Peut-être aviez-vous une autre équipe, entre autres, en tête? Moi, je parle quand même aussi des Jets de Winnipeg qui seront surveillés là, au fil des prochaines semaines. Oui, c'est une attaque vraiment dominatrice. Là. C'est vraiment c'est fou là, à quel point. J'ai vu le match récemment. Ils sont vraiment très forts à l'attaque. Là. Ils sont très puissants. Défensivement, il y a des travaux. Ils pourraient peut-être aller chercher un autre joueur. Dans les buts, je pense qu'Elbach pourrait faire le travail. Un petit mot de la fin
de ton côté? Puis moi, c'est juste Patrick Lainé, gros coup de cœur, jeune de 20 ans. Jouer comme ça à cet âge-là, ça n'a juste pas d'allure. C'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Vraiment super. Oui, le Finlandais qui connaît tout un début de carrière là, à seulement 20 ans, il est extraordinaire. Mais écoutez, ça complète déjà notre portion de discussion de l'émission. Merci à vous deux d'avoir été présents lors de cette émission-là. Donc, on se lance le rendez-vous la semaine prochaine. Oui, certainement. Merci beaucoup. Pour le calendrier de cette semaine, on va principalement se concentrer sur le hockey. Évidemment, le Canadien de Montréal qui va être en congé donc cette semaine. Pourquoi? En fait, c'est qu'il y aura le concours d'habileté qui sera présenté le 25 janvier prochain de la Ligue nationale. Donc, ce sera à San Jose, au SAP Center. Et évidemment, le lendemain, ce sera le 26 janvier, l'affrontement à 3 contre 3 pour les étoiles de la Ligue nationale de hockey, également à San Jose. On poursuit avec la Ligue junior majeure du Québec, l'Armada de Blainville-Boisbriand qui disputera un match face au Rempart de Québec le 26 janvier prochain à 15h au Centre Vidéotron de Québec. Et ensuite, le lendemain, 27 janvier, ils vont visiter l'Océanique de Rimouski. Donc, on sera encore sur la route pour 15h au Colisée financière Sun Life de Rimouski. On a du hockey junior 3 aussi qui sera offert le 27 janvier. Les Panthères de Saint-Jérôme qui vont accueillir donc les Flames de Gatineau à 15h40. Ce sera présenté à l'aréna régionale Rivière-du-Nord. Un aréna tout neuf, donc très, très intéressant. Allez voir ces matchs-là de ce côté-là. Et on termine aussi avec les Vikings de Saint-Eustache dans la Ligue Midget 3A du Québec. Ils seront en action donc le 26 janvier prochain. Ils vont visiter les Grenadiers de Châteauguay à 13h35 au centre multisport de Châteauguay. Et le lendemain, ce sera le dernier match à domicile des Vikings de Saint-Eustache cette saison. Ils vont affronter les Forestiers d'Amos dès 13h45 à l'aréna Florian-Guindon de Saint-Eustache. Alors, c'est ce qui complète notre calendrier de la semaine avec Sporadique. C'est ce qui complète notre émission de cette semaine. On espère que vous avez apprécié notre contenu dans l'émission de Sporadique, évidemment. On vous rappelle qu'on a notre site web, sporadique.com, pour suivre l'actualité sportive. Évidemment, on a des articles à tous les jours qui sont écrits sur le site web et vous pouvez aussi visiter notre page Facebook Sporadique, toutes les informations qui se retrouvent au bas de l'écran. La semaine prochaine, on reçoit Martin Bédard des Alouettes de Montréal et on va parler du Super Bowl. Merci à tous d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre édition de Sporadique.